Bonjour à tous et bienvenue à tous nos amis d'Ukraine, où que vous soyez. Et nous accueillons aussi tous les autres dans le monde. Ça fait plaisir de voir des visages familiers à l'écran. Et donc, je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui ne sont pas ukrainiens, mais qui sont venus pour être solidaires. Votre présence est très appréciée, merci. Avant d'aller plus loin, je voudrais me présenter pour les nouveaux arrivants. Je m'appelle Catherine Cox, je suis analyste à Londres et je fais partie de l'équipe de WUG. Petite piqûre de rappel, choisissez la langue dans laquelle vous voulez entendre la conférence. Si vous voulez entendre l'anglais, quand Victoria prendra la parole, vous devrez choisir le canal anglais. Vous trouverez les langues en cliquant sur l'icône du globe ou alors en cliquant sur les trois petits points. Aujourd'hui, ce sera le dernier webinaire avant l'été. Et donc, c'est un bon moment pour réfléchir au dernier mois. Vous vous rappelez certainement que nous avons commencé avec un événement et puis des groupes de lecture, une expérience extraordinaire. Et désormais, nous avons une série de webinaires. Ça a été un long parcours, une longue trajectoire en Ukraine et pour WUG. Nous avons abordé différents aspects, différentes dimensions et en dépit de toutes les difficultés, vous continuez d'être humain et de travailler sans relâche. Ça fait plaisir de voir vos efforts, d'apprendre à vous connaître depuis plusieurs mois et j'espère que nous approfondirons nos relations. Et j'espère que, au nom de nous tous, vous comprenez que nous n'ayons pas pu empêcher Poutine à mener à bien sa terrible expérience, sa terrible guerre. Tant de dégâts causés et malgré tous nos efforts, la guerre se poursuit. Elle continue de sévir avec tant de souffrance. Dans notre organisation, nous avons travaillé sur la synchronicité. Nous avons eu aussi des sujets sur les nouveaux remèdes. Et puis, nous avons parlé des rêves, des neurosciences. Nous avons aussi parlé de la nouvelle image de Dieu et de la réponse à apporter au mal. Nous avons parlé de l'absence des pères et aujourd'hui, nous parlons mythologie avec Anne Schirer et Victoria Roslik. Et je tiens à remercier toute notre équipe d'interprètes. Nous pouvons écouter ce webinaire dans 8 langues et grâce à eux, ces conférences sont aussi accessibles à ceux qui ne peuvent pas y participer en direct puisque ces conférences sont enregistrées. Ça nous permet aussi d'avoir une portée auprès de tous ceux qui sont dans des régions plus reculées. Les souffrances en Ukraine, nous en avons beaucoup parlé et nous avons mené des minutes de silence pour penser à toutes les souffrances en Ukraine. Nous avons été émus par une prière et nous avons pu lever des fonds depuis le début du projet. Notre équipe a rencontré aussi des membres de la société ukrainienne pour essayer de comprendre quels sont les besoins sans partir du principe que nous les connaissons. À l'automne dernier, je pensais que nous organiserions une série de webinaires, mais désormais, je réalise que c'est devenu un véhicule pour quelque chose de plus grand, un cheminement que nous avons entamé. La semaine dernière, j'ai rencontré Marie Stein, qui hier a participé à une conférence. La guerre en Ukraine lève de nombreuses questions pour nous tous, en termes de comment intervenir, pas seulement en Ukraine, mais face à tout ce qui touche nos communautés ailleurs. Marie, dans une interview, a parlé clairement de, des valeurs d'analyste. Ce n'est pas qu'une question de mots, c'est aussi une question d'action. Et donc, ensemble, en tant qu'analyste et que psychologue, nous travaillons pour mieux répondre aux
terribles situations auxquelles sont confrontées nos communautés. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, car sinon le mal prospérera. Et donc, merci pour vos contributions. Et désormais, je donne la parole à Sally Arthur. Merci Catherine, merci. Salutations de Londres, où il pleut. Alors, comme nous le faisons lors de tous nos webinaires, nous allons faire un moment pour tous ceux qui souffrent en raison de leurs voisins impérialistes. Le peuple ukrainien a fait face à la dévastation, mais il reste motivé. Et ce, en dépit de la terreur répandue par la Russie. L'explosion du barrage et les souffrances causées aux civils, notamment aux écrivains, à l'écrivaine Victoria Amelina, écrivaine et militante. En dépit de ces atrocités, nous entendons les menaces de guerre nucléaire de la Russie et il y a une semaine, la situation ne s'est pas améliorée. Et pourtant, nous voyons qu'il y a de la résilience et nous nous retrouvons aujourd'hui pour commémorer tous ceux qui ont souffert dans cette guerre. Nous nous rappelons de tous ceux qui ont péri et de tous ceux qui sont en deuil et nous remercions et nous pensons plutôt à tous ceux qui ont été violentés, enlevés, déplacés et séparés de leur famille. Nous allons commencer une minute de silence maintenant. Merci. Alors, quelques mots maintenant sur la fonction questions-réponses que nous allons ouvrir dans un instant. Vous la verrez en bas de votre écran, cette fonction. À l'issue des présentations, nous aurons une petite session questions-réponses et vous pouvez écrire vos questions en ukrainien ou en anglais. Maxime Iliashenko, notre collègue ukrainien, nous rejoindra à Londres et il sera la voix des questions ukrainiennes. Désormais, je souhaite la bienvenue à nos intervenants aujourd'hui, Anne Schirer et Victoria Roslik, avec une petite introduction avant qu'elle nous amène dans ce voyage. Anne Schirer est journaliste. Elle a fait campagne pour toutes les personnes marginalisées, notamment les personnes ayant des problèmes d'apprentissage. Et ses livres explorent des manières de créer des sociétés plus inclusives. Ensuite, elle a misé son énergie plus largement et elle a aussi fait de l'introspection pour se former comme analyste à Londres. Son travail dans ce contexte n'inclut pas seulement de la pratique, elle forme aussi des analystes au Royaume-Uni, en Russie et en Bulgarie. Elle a appliqué les mythes à la psychologie contemporaine. Elle a aussi écrit des livres sur la justice et la réconciliation, mais c'est une autre affaire. Aujourd'hui, nous allons parler de Persée. Et Victoria Roslik nous rejoint de Kiev, où elle est jeune analyste et membre du groupe UJA. Elle pratique depuis 20 ans et enseigne aux enfants et aux adolescents depuis 10 ans. Elle utilise la thérapie des contes et la mythologie dans son travail. Et dans son temps libre, elle aime jardiner, cuisiner, elle aime la musique, la danse et
de longues promenades. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Anne Shearer. À vous, Anne. Vous devez allumer votre micro, Anne. Parfait. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Persée. Mais vous allez regarder les photos, j'espère. Donc, nous voici. On commence donc. Une seconde, s'il vous plaît. On recommence. Ce n'est jamais facile d'être un héros. Le grand-père de Persée, le roi d'Argos, ne voulait pas qu'il soit né du tout en raison d'une prophétie disant que son petit-fils le tuerait. Et donc il avait enfermé son enfant, sa fille, dans un donjon. Mais qui peut empêcher le roi des dieux de se libérer? Et donc Persée est né. Craignant le fils et craignant Zeus plus, il a mis Persée et sa mère sur un bateau pour qu'ils aillent loin. Mais fort heureusement, un pêcheur les a sauvés et les a amenés aux frères du roi, et ainsi Persée a grandi euh, euh, comme un prince. Mais ensuite, il y a eu des difficultés. Il voulait Danaé, la fille du roi. Et c'était quelque chose que le roi ne voulait pas. Donc il lui a demandé de choisir une autre épouse. L'interprète s'excuse, mais nous n'entendons pas l'intervenante. C'était impossible. Méduse était un monstre aux confins de la terre. Toute personne l'approchant ou la regardant dans les yeux se transformait immédiatement en pierre. C'était son destin. Elle s'est retrouvée un jour dans une querelle avec les rois et elle a fui. Elle a été violée dans ce contexte. Et elle a été transformée en monstre. Que devait faire Persée? Il a reçu, il a reçu euh, un outil pour ne pas regarder Méduse dans les yeux. Et ainsi, avec ce bouclier, il a réussi à couper la tête de Méduse. Et donc, il est parti avec la tête de Méduse. Sur la route, il a rencontré une femme et il est immédiatement tombé éperdument amoureux. Cette femme, c'était Andromède. Avec son royaume, elle était menacée
par un terrible monstre des mers. Et elle devait être sacrifiée à ce monstre pour empêcher le terrible sort de son royaume. C'est ce que ses parents ont fait d'ailleurs. Ils l'ont sacrifiée. Persée a alors fait un accord. Il tuerait le monstre s'il pouvait ensuite épouser Andromède. Imaginez quelle a été la réponse des parents. Persée a tué le monstre et il a pu ensuite épouser Andromède. Mais il avait encore du travail avant de mettre la main sur son propre royaume. Il a dû d'abord sauver sa mère, ce qu'il a fait, et ensuite, il a été fait roi. Maintenant, il pouvait épouser Andromède et hériter de son royaume, le royaume d'Argos. On ne peut pas, on ne peut pas échapper au destin. Persée était profondément affligé. Il avait trop honte de prendre son héritage, mais finalement il fonda la grande ville de Mycène et c'est là qu'il régna. Et la tête de Méduse, elle revint à la déesse Athéna, qu'il avait peut-être voulu depuis le début. Elle la portait sur sa cuirasse pour toujours après. Merci. Une minute, s'il vous plaît. Donc, soyez les bienvenus, tous qui sont là dans cette réunion. Merci de votre présence. La guerre, c'est de la méchanceté, de la destruction, du traumatisme. La guerre, c'est une cicatrice pour toujours qui n'est jamais oubliée. Cependant, elle offre aussi une opportunité pour que les personnes se réunissent en apportant, en réveillant, en éveillant de la gentillesse et aussi de la compassion les uns envers les autres. Plusieurs pays autour du monde nous offrent de l'aide, du soutien. Ce projet, il confirme cela. Donc, je remercie beaucoup l'équipe de ce projet qui a toujours été très accueillante. Et cette coopération, elle nous inspire beaucoup. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le mythe dans notre vie. Donc, les histoires et les rituels mythiques résonnent en nous aujourd'hui et donnent de la profondeur à la réalité intemporelle.
Ces mythes nous disent comment endurer et comprendre le chagrin et la tristesse. Il n'y a jamais de mythe où la vie est possible sans souffrance. Le mythe sert notre conscience, nous offrant les images nécessaires et diverses stratégies de survie, telles que le compromis, la ruse, l'audace, le courage, et formant aussi des motivations désirées. Une des figures mythologiques les plus expressives qui fait partie intégrante de tout mythe est l'archétype du héros. La figure du héros est représentée de manière très vive dans la mythologie grecque. Et l'un des héros les plus connus et emblématiques de la Grèce antique est Persée. De nombreux mythes nous ont été transmis racontant ses plus grands exploits tels que sa victoire sur la gorgone Méduse et le sauvetage d'Andromède. Le complexe de Méduse est toujours présent dans les guerres, où l'esprit humain est pétrifié et sacrifié aux idées pétrifiées. Donc, la gorgone de guerre, elle tue avant que le contact et le compromis ne puissent avoir lieu. Cette indifférence psychopathique envers les autres conduit à la violence sous différentes formes. Ce complexe peut toucher des générations entières, y compris les systèmes étatiques où la vie humaine n'a aucune valeur. Et comme tout complexe, il peut découler d'un traumatisme. Méduse était autrefois une belle femme charmée par Poséidon. Donc, après avoir été rejetée, il l'a violée dans le temple d'Athéna. Poséidon est une puissante force affective, un affect puissant qui ne peut pas être contrôlé par l'ego. Il existe dans le monde intérieur comme une rage incontrôlable, capable de tout détruire. Athéna, quant à elle, a doté Méduse du pouvoir horrifiant de transformer tous les êtres vivants en pierre d'un simple regard, emprisonnant toute féminité dans les chaînes de la terreur. C'est ainsi que le traumatisme peut nous rendre semblables à de la pierre et figer notre capacité à aimer et à montrer de la compassion. Athéna, à son tour, en tant que déesse vierge et symbole de sagesse, représente une facette de la féminité dans la psyché qui n'autorise pas la spontanéité sensuelle ou la liberté émotionnelle. Elle est née de la tête de Zeus et était destinée à être sa fille et à soutenir le monde patriarcal. Peut-être que l'énergie réprimée d'Athéna est celle de la Gorgone, car sa propre naissance traumatique n'a pas reçu la bénédiction de sa mère, la source primordiale qui accorde la bénédiction de la féminité sensuelle. Dans la mythologie grecque, l'exploit du héros Persée est directement lié à la mort de la gorgone Méduse. Peut-être devrions-nous trouver notre propre Persée intérieur et l'équiper des outils nécessaires pour partir à la recherche de la tête terrifiante de Méduse qui nous fait souffrir, figeant nos émotions.
Le héros, lui, il a besoin d'aide pour surmonter ses peurs, trouver le courage d'accepter le défi et rassembler toute sa force d'esprit. Hermès, Athéna et les nymphes fournissent l'équipement nécessaire au héros. Hermès, le dieu des seuils et de la chance, a donné à Persée l'épée de la conscience, lui permettant de naviguer dans la vie de manière plus consciente et de déterminer sa position face à tout. Athéna, quant à elle, donne à Persée un bouclier pour qu'il puisse se protéger et garder une distance respectueuse vis-à-vis de l'archétype. Euh, Tout comme nous pouvons comprendre, en fait, il l'a fait tout comme nous pouvons comprendre l'archétype en développant une relation avec lui à travers des images de manière indirecte, afin de ne pas être saisi et consumé par les énergies archétypales. Et c'est grâce à cette distance que Persée a réussi à décapiter Méduse. Des nymphes, Persée a reçu le casque du maître des enfers, Hadès, qui lui permet d'être présent de manière invisible en cas de danger. Et aussi des sandales ailées, la capacité de voler, de transcender la dimension spirituelle, et un sac dans lequel il doit mettre la tête de Méduse, la capacité de contenir et maîtriser l'ombre. Mais de la tête décapitée de la gorgone Méduse est né le cheval ailé Pégase, le symbole de la victoire du spirituel sur le matériel, ainsi que le guerrier Chryséor, propriétaire d'une épée en or. L'épée en or est le symbole du divin caché en l'homme. Ainsi, l'énergie vivante et spirituelle qui était emprisonnée est libérée. De retour chez lui, Persée libère Andromède, qui est enchaînée à un rocher. Andromède était une épouse chaste, une victime du monstre qui vit dans l'inconscient. La virginité signifie quelque chose d'intouché, qui est le fondement de l'intégrité. Ainsi, le héros réveille l'homme qui dormait et était emprisonné dans l'inconscient. Andromède est le vrai trésor que Persée ramène chez lui. Elle est l'anima, l'âme qui a le potentiel de stimuler la vie. C'est un mythe incroyablement riche sur la transformation de la mort en renaissance, du mal en bien. Il peut nous faire ressentir la sagesse de la vie, la souffrance, et nous donner les clés de notre potentiel spirituel. Cela peut même nous faire ressentir la sagesse de la vie, sa souffrance, et nous donner les clés de notre potentiel spirituel. Donc actuellement, dans notre pays, il y a beaucoup de véritables héros terrestres qui reviennent et défendent nos terres en accomplissant chaque jour des actes incroyables de bravoure et qui sont prêts à se sacrifier pour sauver leurs frères et sœurs, nous tous.
La plupart des mythes racontent une transformation héroïque de la conscience lorsque nous arrêtons de penser seulement à nous-mêmes et à notre propre existence et que nous sommes capables d'agir pour le bien de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, nous pouvons observer une telle transformation héroïque chez les hommes et les femmes qui risquent leur vie pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et beaucoup ont volontairement choisi un tel destin. Aujourd'hui, plus que jamais, nous comprenons la phrase de Bertolt Brecht dans la pièce La vie de Galilée. Malheureuse est la terre qui a besoin de héros. Et cette phrase fait référence à la situation politique et non pas comme un symbole d'individualité psychologique. Nos héros sont notre force, notre fierté et notre douleur. Un sujet euh, très important est le thème de l'ombre du héros. Dans son livre Ombre, le héros et son ombre, R.L. Chalit a écrit qu'un héros sans ombre est comme un égo sans âme. L'ombre est la sève vitale de l'âme du héros. Et en étant seulement vertueux, il ne pourrait pas être un héros. Et en ne réalisant pas son ombre, la douleur peut devenir dévastatrice. À son tour, Joseph Campbell a écrit dans son livre Le héros aux mille et un visages, il disait, le héros d'hier deviendra le tyran de demain s'il ne se sacrifie pas aujourd'hui. Ainsi, lorsqu'il rentre de la guerre, lorsque sa mission est accomplie, il est important que le héros laisse tout le héroïsme sur le champ de bataille. Sinon, l'énergie du guerrier peut être destructrice en temps de paix. Dans le mythe de Persée, le retour du héros s'est fait avec un trésor, avec cette part de sensualité féminine qui nourrit l'homme et ravive la vie. Et ce n'est pas une tâche facile, mais une tâche très importante pour que notre pays puisse se développer et apporter quelque chose de nouveau. Les changements, en fait, qui renforceraient et enrichiraient notre pays. Peut-être que notre compassion, notre respect et notre compréhension des conséquences de la guerre sur la psyché de nos héros terrestres peuvent également être l'un des premiers pas vers la guérison de leur âme. En Ukraine, il existe des héros mythologiques nationaux qui pourraient être une source de force, de soutien et d'inspiration en ces temps difficiles pour nous tous. Je fais mention aux Cosaques ukrainiens qui ont toujours été un phénomène mystique, mystérieux et étonnant. Aujourd'hui, j'aimerais présenter l'archétype du Cosaque Mamaï. Le Cosaque Mamaï est une image collective
d'un héros national de l'Ukraine, à propos duquel des légendes et divers contes étaient racontés. Il est un symbole de courage, de force et d'amour pour la liberté, une incarnation de l'image d'un défenseur de l'Ukraine qui était particulièrement répandu en Ukraine au XVIIIe et XIXe siècle. Les tableaux de Mamaï étaient souvent accrochés dans les foyers ukrainiens à côté des icônes. Ils ne portent pas les noms des auteurs car ils sont trop nombreux et ce phénomène peut légitimement être appelé peinture populaire. Dans les tableaux représentant le Cossack Mamaï, un certain ensemble d'objets est toujours représenté, à savoir un chêne, un cheval, une lance, une pipe et une bandoura, aussi appelée kobza, une tasse et un chapeau ainsi que des armes. Le chêne représente la parenté, l'arbre de la vie et de la vitalité. Le cheval est le meilleur ami et compagnon du Cossack, tant en temps de paix qu'en temps de guerre. Il est un symbole de liberté, de loyauté et de sacrifice de soi. La lance, quant à elle, tout comme la tasse ou la cruche, nous rappelle la nature éphémère de la vie et les menaces quotidiennes qui attendaient le Cossack. Les lances étaient placées sur les sites funéraires, tandis que les tasses et les cruches étaient prises de l'autre monde. Elles étaient des symboles du destin. Les sabres sont des symboles de victoire. Mais dans les tableaux, le Cossack ne tient pas d'armes dans ses mains, mais il ne les laisse pas loin de lui non plus. Ainsi, si nécessaire, le Cossack pacifique peut rapidement se défendre. Et en règle générale, notre héros est représenté assis dans une posture bouddhiste. C'est étonnant que c'est pendant le repos que nous apercevons ce célèbre héros plutôt que dans une scène de bataille. Il a l'air calme, détendu et un peu rêveur. Sa force intérieure se révèle dans la paix, pas dans les actions actives. Peut-être il y a ici une perception et une compréhension plus profonde du monde et de la connaissance de soi. Mamaï est un voyageur, un guerrier, un conteur et un sorcier. Dans la culture cosaque, on l'appelait un caractériste. Il était aussi vu comme un philosophe. Il est apparu en tant que héros lorsque d'autres Cosaques zaporogues avaient besoin de blessures, ainsi comme attraper des balles à main nue, marcher sur l'eau et le feu, devenir invisible et semer la panique chez ses ennemis. Un autre aspect important de son caractère est sa sensibilité à la beauté, sa profondeur émotionnelle et son lyrisme délicat. La bandura révèle ses mouvements émotionnels, ses pensées et sa tristesse épuisée. Ainsi, le son des cordes n'apporte pas toujours de la joie. C'est sa nature
poétique et esthétique est révélée par la Bandura. Et en révélant ses mouvements émotionnels, ses pensées et sa tristesse fatiguée, elle, elle produit des sons qui n'apportent pas toujours de la joie et n'inspirent pas toujours d'actes héroïques. Ce peut être aussi un deuil pour ceux qui ont quitté ce monde éphémère, un appel à se souvenir des frères d'armes tombés dans la lutte pour l'indépendance. Mamaï incarne à la fois des qualités masculines et féminines. Je suis philosophe, mais aussi guerrier. Je suis libre, car voici mon arme et voici mon cheval. Je suis détendu, ou du moins, j'en ai l'air de. Je pense à mes propres pensées, je fume, je me repose, et si tu es mon ami, assieds-toi à côté de moi, prends une bouteille, bois et fume. Je jouerai de mon instrument et tu peux chanter si tu veux. Mais si tu n'es pas mon ami, en revanche, eh bien dans ce cas, j'en ai un de plus. Et j'ai aussi un pistolet. Ne me provoque pas, car sinon tu devras faire face aux conséquences. Et ne me provoque pas. Joseph Campbell, dans ses écrits, dit que un dirigeant a des armes, il doit appeler à la paix. Et les descriptions qu'il fait nous font penser aux héros ukrainiens. Mamaï était un personnage et on peut penser à juste titre que c'est la première construction politique en Russie. Zaporijjia avait toutes les caractéristiques d'une république. Elle était indépendante et tous les pays européens ont essayé de nouer des relations diplomatiques. Le siège de Zaporijjia est essentiel parce que c'est l'âme de l'Ukraine. Elle peut rassembler des personnes d'horizons divers avec des langues différentes. Et des personnes de pays divers et variés y aller pour avoir un apprentissage de toutes sortes. Et en dépit de la discipline, Zaporijjia avait toutes les caractéristiques d'une république, notamment avec des élections. Les Cosaques, lors de leurs expéditions, mettent toujours leur pied droit en avant pour montrer que ce qu'ils vont faire est juste. Seuls ceux qui réussissent tous les tests précédents et ont été initiés aux Cosaques pouvaient porter le herring sur leur tête. C'est une coupe de cheveux qui était enroulée derrière l'oreille gauche. L'arme secrète de Zaporizhzhia était Mamaï.
Très jeunes, ils développent leurs capacités supernaturelles. Parmi les plus remarquables et les plus inhabituelles dans ces caractéristiques, il y a le fait qu'ils n'étaient pas vulnérables aux balles. Et ils pouvaient sentir les balles arriver sur eux. Et ils pouvaient donc les éviter facilement. Les caractères Nyx arrivaient à trouver des trésors, à ramener à la vie les morts, à maudire ou jeter des sorts. Et ces Cosaques pouvaient se protéger et entrer dans des états énergétiques particuliers. Les ennemis pouvaient alors les méprendre ou alors ne pas les voir. Et ils passaient à côté. Les Cosaques ont développé ces techniques spéciales qui renvoient à l'impact psychologique de l'ennemi. Un des héros les plus connus et un héros réel a été le Cosaque ukrainien Ivan Sirko, un commandant militaire qui n'a jamais perdu une bataille. Il a gagné 65 batailles et il a été élu Koshvoy Otaman à 12 reprises. C'est un rang militaire. C'était aussi un combattant caractérique. Le 5 avril 1710, la Constitution a été adoptée. Elle a expliqué quels étaient les droits, les responsabilités de tous les membres de l'armée. Et ça a été la première constitution reconnue d'Ukraine. Malheureusement, en 1792, Catherine la Grande a dissous l'armée. Cependant, cet esprit, l'esprit de Zaporizhzhia Sech, est encore ancré dans notre pays. Alors, je voudrais conclure désormais cette présentation par une performance de choir. C'est un morceau qui a été joué en 2017. Le bandura symbolise la vie de ceux qui ont été conquis, la vie des gens qui ont été sacrifiés, mais qui vivent tout de même dans la dignité et qui ont été fidèles à leurs valeurs. Ça va commencer.
Que se passe-t-il? C'est à vous, Anne. Oh, d'accord, j'étais perdue à l'écoute de cette belle musique. Alors, j'ai le privilège d'être ici et c'est un plaisir de travailler avec vous. On pourrait parler pendant de longues heures, je pense, avec Victoria. Moi, ce que j'espère, c'est que les valeurs contemporaines dont Victoria a parlé persistent. Du commencement du mythe à l'amplification magnifique et à la pertinence au quotidien. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est de rebondir là-dessus et d'adopter un prisme un peu plus général pour qu'on se demande en quoi les mythes peuvent nous aider dans notre travail et aussi dans nos vies, alors que nous essayons de faire face à cette période pour le moins difficile. Donc voilà ce que nous allons faire. À mon sens, il y a une continuation vitale entre la vie de l'individu, l'expérience de l'individu et le collectif. Et peut-être que c'est ça qu'on doit retenir. Le monde individuel et le monde collectif sont basés sur les mêmes forces psychiques. Nous sommes tous ancrés dans l'inconscient collectif. Et pour le constater, il suffit de voir notre rapport au mythe et aux dieux. Là où les énergies archétypales et la conscience humaine se rencontrent. Qu'est-ce que le mythe? Le mot vient du grec ancien. Mythos, ça signifie le vrai mot. Et cela tranche avec logos, qui est associé à l'écriture, et donc au causal, à l'ordre logique. La deuxième étymologie associe le mythe aux yeux ou à la bouche fermée. Et donc, ça renvoie au mystère. On peut mettre ces deux définitions en lien. Et là, on voit que le mythe, ce sont des vrais discours. Et pour moi, il n'y a pas de meilleure définition. L'interprète s'excuse, mais nous n'entendons pas très bien l'intervenante. Donc, comment peut-on mieux comprendre la psyché et les relations à l'ego et à l'inconscient grâce au mythe? Comment peut-on être aidé dans notre travail et dans notre quotidien grâce au mythe? Voilà, cette manière de le faire, elles sont toutes interconnectées. Et je suis sûre que vous aurez d'autres idées. Et voilà, commençons par celle-ci. Premièrement, passer du temps avec les mythes, ça permet de s'éduquer à la symbolique.
c'est si facile de perdre les liens au-delà de notre expérience quotidienne, au-delà de notre expérience de la tragédie, de la souffrance, de la difficulté et même de la survie. C'est vrai pour les individus, mais aussi pour la collectivité. Le monde est alors fracturé, divisé en noir et blanc, bon et mauvais. Et j'ai été frappée par ce qu'Olga disait lors du deuxième webinaire WUG, en se décrivant elle-même. La guerre détruit le symbolique, disait-elle. Et alors on perd le lien. Le lien avec la symbolique de la langue. Donc passer du temps à étudier les mythes peut être une manière de retrouver la dimension symbolique de nos vies et de comprendre que la réalité immédiate n'est peut-être pas la seule. Deuxième point, tous ces points sont liés. Passer du temps avec les mythes pour les psychothérapeutes, c'est quelque chose d'important. Nous voyons le rôle majeur de l'imagination. Et les gens ont du mal à réfléchir à la possibilité que la vie soit différente qu'elle ne l'est actuellement. Ils n'arrivent pas à se dire « et si ?» Que se passerait-il si je faisais ci ou si je faisais ça? Ils n'arrivent pas à imaginer des solutions alternatives. Mais les contes anciens sont si riches en images, ils sont si étranges. Qui aurait pensé à un cheval volant, un cheval ailé? Il renforce notre imagination et nous ne sommes pas forcément obligés de les comprendre d'entrée de jeu. Tôt dans sa carrière, Freud a écrit un essai intitulé « Deux types de pensée ». Et pour moi, c'est vraiment le prélude de la compréhension de cette approche distinctive à la psyché. Il a identifié la pensée en tant que dirigée associative. La pensée dirigée est liée au logos. Elle est causale et elle est linéaire. Quelque chose qui entraîne quelque chose d'autre. Et c'était du travail dur. Mais la pensée associative, c'est tout à fait différent parce que c'est lié au mythe. Et Jung, point intéressant, appelle ça la pensée ordinaire. C'est la manière dont notre esprit fonctionne naturellement. Nous sommes sur notre bureau à réaliser une tâche. On regarde à travers la fenêtre, on voit quelque chose qui nous fait penser à autre chose et faire différentes associations, penser de manière aléatoire. Les souvenirs qui ne sont pas liés les uns aux autres passent et se succèdent. Et puis, on secoue la tête et on reprend son travail. On appelle ça rêver pendant la journée, selon Jung. Et on appelle ça aussi perdre du temps. Mais ça nous permet d'avoir une nouvelle énergie. Ça nous permet de diriger l'ego de la conscience à l'inconscient. La source de toute la vie psychique et l'énergie. Donc les mythes, ça nous permet
de renforcer notre imagination. Troisièmement, les mythes nous permettent d'en savoir plus sur nous-mêmes. Il y a tant de personnages si étranges, si différents des personnes que nous rencontrons au quotidien. Où le sont-ils vraiment? Dans quel mythe suis-je en train de vivre? Pour Jung, pendant la période de Freud, avec le mythe de la psychoanalyse, c'était une question urgente. Comment pouvait-il aider ses patients s'il n'avait pas cette information vitale sur lui-même? N'est-ce pas une question pour nous tous, pour notre vie et notre travail? Nous autres humains sommes des créatures qui créent des mythes. Nous nous racontons des histoires sur notre propre nature, sur notre rôle, notre place dans le monde. Nous avons besoin de nous sentir chez nous, bien avec nous-mêmes. Et nous souffrons dans le cas contraire. Et en nous engageant dans des contes mythiques, ces archétypes en action, nous pouvons nous rapprocher de notre réponse personnelle. À quel personnage nous identifions-nous? Qui nous repousse? Qui nous irrite? Nous pouvons découvrir des rappels de quelqu'un dans notre propre vie. Nous, nous pouvons commencer à voir ce que nous projetons sur les autres pour le meilleur et pour le pire. Ces vieilles histoires étranges peuvent en fait nous rapprocher de nous-mêmes. Nous devons faire attention ici à ne pas trop nous identifier à des personnages spécifiques. Cela peut nous ramener à la pensée en noir et blanc à laquelle nous essayons d'échapper. Victoria nous a rappelé des dangers de trop s'approcher des énergies archétypales. C'est pourquoi Percé a besoin d'un bouclier réfléchissant pour faire face à la méduse. Les vieux mythes ont de nombreux rappels que la peine pour regarder de trop près les dieux est la folie ou même la mort. Cela nous amène au quatrième point. Les mythes nous aident à établir des relations entre différentes énergies psychiques. Nous avons tendance à considérer les archétypes comme des figures isolées. La vieille femme sage, le jeune homme fou, la jeune fille, je dirais aussi la jeune fille sage, la jeune, le héros. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont ils se rapportent les uns aux autres, en tant qu'alliés, en tant qu'ennemis, et parfois les deux à la fois. Le héros a-t-il autant besoin d'une jeune fille en détresse qu'elle a besoin de lui? Que ferait Persée s'il n'avait personne à secourir? Athéna a-t-elle besoin de la Méduse? Elle porte certainement sa tête sur son plastron pour toujours après que Persée le lui ait rendu. Et qu'est-ce que cela dit de chacune de ces personnifications du féminin? Ce sont des personnages intérieurs, internes. Donc, nous essayons de voir comment ces personnages se rapportent les uns aux autres. Donc, faisons juste une pause ici. Jusqu'à présent, nous avons vu l'histoire principalement du point de vue de Persée. Pour l'ego héroïque, c'est évident. Les monstres doivent être tués, les jeunes filles doivent être sauvées, les royaumes doivent être fondés. Mais Victoria nous a rappelé des dangers
du guerrier héroïque en temps de paix. Et que pouvons-nous dire des personnages de cette histoire et de notre histoire? Qu'est-ce que cela doit être d'être la Méduse, cette princesse autrefois puissante et belle, piégée dans une immobilité hideuse sans faute de sa part, son regard même n'étant plus séduisant, mais pétrifiant pour tous ceux qui la rencontrent. Ces serpents sifflants sont-ils sa tentative d'exprimer sa rage? Est-ce le chagrin qui se cache derrière son regard pierreux? Est-ce qu'elle espère encore, malgré toute son expérience, que la prochaine personne à l'approcher sera celle qui la libérera dans sa relation? Pour restaurer ce que Victoria, de façon éloquente, a appelé d'impression humaine positive. Donc, prenons un moment pour ressentir avec elle, ou avec l'expérience d'Andromède, une autre belle femme, piégée sans faute de sa part, incapable de faire autre chose que d'attendre et attendre. Mais attendez, que pense-t-elle de sa mère dont la vantardise l'a amenée sur ce rocher, ou ses parents qui l'ont sacrifiée? Réfléchissons. Une telle complexité dans un même monde, le monde intérieur. Donc, le cinquième point, passer du temps avec des vieux mythes peut nous aider à échapper au dogme. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de travailler avec les mythes. Et quel soulagement! Donc, j'ai toujours pensé, à partir de l'éloquence de cette histoire, de combien de lectures on pourrait y avoir. Parce que chaque personne lit l'histoire de façon différente selon son parcours psychologique, comme Jung l'a dit de façon très sage. Et toute approche psychologique est une confession subjective. En parlant de psyché, nous parlons toujours de nous-mêmes. Et ce n'est jamais assez de le dire, de le répéter. Jung a également dit qu'il avait posé le diagnostic à la fin du traitement, mais pas au début. Nous, psychothérapeutes, devons toujours être conscients de notre propre ombre de pouvoir, de la tendance à savoir ce dont notre patient a besoin, à sentir que nous avons la bonne théorie pour l'intégrer. Au mieux, nous n'avons peut-être qu'une idée
de ce que la psyché leur réserve. Nous devons être humbles à son service. Passer du temps avec les vieux mythes peut nous aider à être simplement avec l'autre. Et il peut nous rappeler que nous n'avons pas la réponse. Donc, soyez avec l'autre et avec l'autre en nous-mêmes. Je l'ai dit, les vieux mythes sont un excellent outil d'éducation à ne pas savoir. Donc, éduquer à ne pas savoir. Les vieux mythes sont tellement confus. À un moment donné, les dieux favorisent ce personnage. Et pourquoi change-t-il soudainement d'avis? Et que fait cette personne ici alors que nous pensions qu'elle était là? Donc, l'esprit rationnel, le logos, doit toujours chercher des explications et de la compréhension. Nous en avons besoin, mais nous ne pouvons jamais complètement expliquer ou comprendre l'inconscient. Parfois, ce que nous pouvons avoir besoin de faire est de calmer les irritations du logos et de simplement dériver dans le mythos, dans une connexion plus étroite avec le mystère qu'est l'autre et nous-mêmes. Le dernier point, passer du temps avec les vieux mythes peut nous aider à vivre avec le paradoxe. Comment comprendre, par exemple, les paradoxes des énergies archétypales? Athènes, par exemple, est la déesse non seulement de la guerre, mais aussi des arts pacifiques et curatifs. Donc, il y a là un lieu très particulier pour, euh, le- pour des histoires. Persée a besoin d'Andromède. C'est l'action qui a besoin de l'immobilité. Les vieilles histoires nous disent que les contraires ont besoin les uns des autres. Et c'est comme ça. C'est c'est- c'est comme le monde se fait. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Les humains sont incohérents. L'ego dit une chose et l'ombre a d'autres idées. Animus et anima obtiennent leur propre chemin. Nous souhaiterions peut-être qu'il en soit autrement, mais nous savons que c'est simplement comme ça. Je pense que nous connaissons tous le mouvement psychologique vital, le mouvement du ou bien, ou bien, la façon de penser comme ça, à la pensée à la fois et. Le ou bien dit si j'ai raison, alors tu as tort. Et, et cela conduit à la projection de l'ombre qui est si nuisible pour les individus, les relations et même le monde lui-même. Nous connaissons l'entêtement de telles attitudes. Et quel mouvement pour la santé psychologique, c'est quand les gens peuvent accepter qu'ils sont à la fois et à la fois des anges et des démons, intelligents et stupides, aimants et haïssants. Pour moi, ça, c'est le début d'une véritable responsabilité morale et d'une vie éthique. Donc, en conclusion,
Passer du temps avec les vieilles histoires nous entraîne dans le monde symbolique. Cela nous aide à vivre à la frontière entre la conscience de l'ego et l'inconscient profond à partir duquel nous trouvons la guérison psychologique ou bien la force. Nous ne travaillons peut-être pas directement sur ces histoires mythiques dans la salle de consultation. La chose la plus importante pour moi est que nous soyons nous-mêmes éduqués dans les 7 aspects dont j'ai parlé et comprendre le rôle des histoires mythiques dans cette éducation. Et enfin, nous pouvons trouver notre propre réponse à la question de Jung. Quel est le mythe que je vis moi? Nous pouvons, pendant un moment au moins, trouver le sens de notre vie. Et à la fin de sa longue vie, Jung avait ceci à dire du monde qui explique de façon appropriée le sens à propos de son propre mythe. Le besoin de déclaration mythique est satisfait lorsque nous formons une vision du monde qui explique de façon appropriée le sens de l'existence humaine dans le cosmos. Une vision qui jaillit de notre intégrité psychique, de la coopération entre conscient et inconscient. L'insignifiance inhibe la plénitude de la vie et équivaut donc à la maladie. Le sens rend beaucoup de choses supportables, peut-être tout. Merci. Merci Anne et Victoria. C'était fantastique. Avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais avoir une partie un peu bizarre. Donc, gardez vos questions ou écrivez-les en anglais ou en russe au chat. Mais il y a quelque chose que nous avons voulu dire depuis le début du projet qui était, euh, disons, qui avait un rapport avec ce projet. Avant de commencer avec la question-réponse, j'aimerais vous expliquer que comment plusieurs Ukrainiens, Victoria Rosek, elle était née euh, dans un pays qui parlait russe, donc elle a étudié russe. Et comme plusieurs Ukrainiens qui parlent russe, Victoria est maintenant en train d'apprendre la langue ukrainienne. Mais elle n'est pas encore à l'aise avec l'ukrainien. Donc, on va utiliser les interprètes pour traduire simultanément les questions et les réponses. C'est un petit peu compliqué, mais ce sera simple finalement. Alors, pourquoi avons-nous décidé de procéder de la sorte? Pour nombre de nos collègues ukrainiens, ça ne serait pas un problème de l'entendre parler russe. Mais pour d'autres, c'est un élément déclencheur, notamment pour ceux qui sont sous occupation. Certains locuteurs russes n'ont pas de problème avec ça. D'autres ont été victimes d'agressions et d'autres ne veulent plus le faire parce que c'est compliqué finalement cette situation. La langue, comme vous le savez certainement, tous autant que vous êtes, est un problème majeur en Ukraine actuellement. La langue russe est perçue comme une preuve de la tentative de russification de l'Ukraine par la Russie. Et donc, c'est un moyen utilisé par la Russie pour effacer l'Ukraine. Pour moi, il est important pour nous autres qui sont à l'extérieur de l'Ukraine de comprendre le contexte. Et pour le faire, pour... il faut savoir que la question de la langue est souvent détournée et instrumentalisée, pas seulement par le régime russe, c'est aussi le cas de l'extrême droite dans d'autres pays qui utilisent ensuite cette idée pour arrêter de soutenir l'Ukraine. Donc, ce détournement de la question de la langue peut avoir une influence sur la manière dont vous et moi
nos familles, nos entourages soutiennent l'Ukraine, ça a un impact aussi sur le soutien de nos gouvernements. La propagande peut être très subtile, finalement. Et, et ce, à tel point qu'on a du mal à démêler le vrai du faux. Et parce que c'est très compliqué, je vais essayer de donner quelques informations qui, j'espère, seront intéressantes à votre sens et vous permettront de mieux comprendre. Il faut savoir que la connaissance et la compréhension, c'est une réponse au mal, comme nous l'avons dit lors des récents webinaires. Donc à nos collègues ukrainiens qui connaissent tout ça, soyez un peu patients. Je le dis parce que j'espère que nous informer, ça pourra être une solution dans le contexte de l'Ukraine. Il faut savoir que le russe n'est pas que parlé à l'est de l'Ukraine, c'est aussi parlé à Kiev. En 2022, 80% parlaient ukrainien et 34% russe. Et au total, ça ne fait pas 100% parce que 15% parlent les deux. Pendant différentes périodes, des pans entiers de Russes ont migré en Ukraine. Et donc, il y a des mélanges. Alors, pendant plusieurs périodes, on a interdit la langue ukrainienne. Mais après la révolution en 1917, beaucoup de nouveaux écrivains ont changé le visage de la littérature ukrainienne. Et donc, on a parlé d'ukrainianisation dans l'objectif de lutter contre l'analphabétisation. Mais en 1930, des artistes, des écrivains ont été victimes d'éradication. Des centaines d'écrivains ukrainiens ont été envoyés dans les goulags, tués, fusillés. L'Hôtel de la Tristesse est un mémorial qui commémore ces auteurs. Et donc la génération d'artistes est appelée la Renaissance exécutée. Et cette expression renvoie à ces poètes, à ces écrivains qui ont été tués. C'est un concept qui a réémergé pendant le régime communiste pour demander une Ukraine unique, indépendante et unie. Et donc, l'idée, c'est de mettre l'accent sur les individus plutôt que sur les masses. Ce qui est intéressant, c'est que l'ukrainien s'était vu comme une langue de personnes non instruites jusqu'à il y a peu, dans les années 1920. Et puis, tout a changé à partir de ce moment-là, très vite d'ailleurs, notamment après ce qui s'est passé en 2013. Et puis ensuite avec l'invasion de l'Ukraine en février dernier. Une enquête menée par l'Académie nationale des sciences montre que l'ukrainien est beaucoup plus utilisé, notamment dans le sud et l'est, alors qu'avant il n'y avait que 10% de locuteurs de l'ukrainien, on est désormais passé à 70%. Voilà ce qu'a dit l'Académie nationale de sciences. L'acte de choisir est significatif, important linguistiquement, mais aussi politiquement. Le langage est vu comme une résistance pour résister à l'agression et à l'impérialisme. Et donc nous voyons que changer de langue, ce n'est pas un processus qui se fait sans difficulté. De nombreux sacrifices ont été réalisés. Les Ukrainiens se battent pour leur survie. Et pendant la présentation de nos collègues, je pensais au mythe des Ukrainiens actuels. Finalement, cette question renvoie à la question d'identité. Une étude dans le Guardian a essayé justement d'aborder cette question. Une femme a déclaré: je parle la langue de l'oppresseur, mais pour moi, l'ukrainien, c'est ma langue maternelle, même si j'ai grandi en parlant le russe. Quelqu'un d'autre dit qu'elle avait un sentiment de culpabilité et que ça lui permettait d'oublier ce sentiment d'occupation
ou alors de se focaliser sur l'avenir. En 2019, l'utilisation de l'ukrainien était obligatoire dans de nombreuses sphères de la société, l'administration, l'éducation, les médias, les restaurants, l'emploi. Et en 2022, pour lutter contre la russification, on a commencé à interdire la musique et les livres russes. L'Académie de Kiev-Molia déclare qu'il faut comprendre le pillage d'objets d'art, de livres et d'œuvres comme une manière de supprimer l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est que dans la librairie, dans la bibliothèque nationale, il reste toujours des livres russes. Parce que justement, il ne voulait pas détruire les livres, il voyait cela comme un élément majeur. Pour nous autres d'Europe, quand on pense aux livres brûlés, on pense à 1933, notamment les livres de Freud et de Einstein qui ont été brûlés. Et aux États-Unis, il y a eu aussi des vagues d'interdiction des livres. Et les intellectuels ukrainiens disent que les premiers livres qui ont été brûlés ont eu lieu en 1625, il y a 400 ans, pendant une période où les Russes et les Ukrainiens parlaient deux langues différentes. Résister à la russification ne doit pas être confondu avec le nationalisme, l'identification de sa nation en excluant ou détruisant d'autres nations. Nous espérons qu'un jour l'Ukraine sera assez sûre pour ne pas avoir à mettre en place ce type de mesures. Comme le président Zelensky l'a dit, l'Ukraine est au cœur d'un processus permanent. Et cela entraîne de nombreux problèmes. Les psychologues en Ukraine doivent faire face à cela, et il y en a tant d'autres. La Russie, le russe est la langue de nombreux Ukrainiens. C'est la langue dans laquelle ils sont à l'aise, la langue qu'ils maîtrisent. Donc, comment faire face en ce qui concerne les procédures administratives? Comment font face les plus âgés? Tout le monde a sa propre expérience. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de psychologie dans ce contexte. WUJ s'est intéressé à cette question. Nous avons eu des défis à de nombreuses reprises. On ne peut pas exclure la langue, notamment lorsque l'on a des interprètes dans tant de langues, et on ne peut pas exclure une langue parlée par certains de nos collègues parce que nous voulons soutenir justement tout un chacun avec ces webinaires. Nous pensons bien sûr à l'importance de ne pas vouloir créer des projections et de ne voir que la personne. Mais c'est une situation très complexe. Et le fait est que la langue a été utilisée en Ukraine pour opprimer et pour essayer d'effacer une culture de manière subtile. Si exclure la langue russe pour le moment n'est pas la meilleure manière de faire, nous y dirons. Donc, si vous avez votre avis, n'hésitez pas à nous écrire. WUJ veut être un endroit où tout le monde se sent bien, un endroit où la solidarité, l'aide sont de mise, un sanctuaire pour tous nos collègues ukrainiens, notamment. Donc, j'espère ne pas avoir offensé quiconque dans mon introduction. Nous sommes dans un apprentissage constant à WUJ et nous essayons de faire au mieux, même s'il y a bien sûr des erreurs ou des imperfections. Mais en résumé, tout le monde est la bienvenue ici, quelle que soit la langue que vous parlez. Et maintenant, je donne la parole à nouveau à Sally pour la session de questions-réponses. Et nous reprenons le sujet des mythes pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ce sujet. Merci. Merci Catherine, Sally et Maxime.
Nous sommes là pour prendre vos questions, mais avant cela, Victoria, au niveau pratique, je pensais à la manière dont vous avez utilisé les mythes avec les jeunes, les adolescents. Est-ce que vous utilisez les mythes comme source d'inspiration ou est-ce que vous leur racontez ces histoires en sachant qu'ils ne les connaissent peut-être pas? Donc voilà ma première question, j'avais vraiment envie de la poser. Eh bien, je voudrais répondre sans plus attendre pour dire que depuis 1 an, je n'ai pas travaillé avec des enfants. Alors, il faut que j'éteigne le canal ukrainien. On vous entend. Je vous entends. Juste une seconde, s'il vous plaît. Alors, j'espère que je n'entendrai plus l'interprète maintenant. Donc, commençons. Est-ce que vous avez des interférences? Oui, parce que Victoria utilise l'ukrainien et je dois traduire du russe vers l'ukrainien. Donc, on est toutes les deux sur le même canal et on essaye de faire face à cette situation. Eh bien, peut-être que le temps de gérer ça, on peut passer à une autre question. Nous avons une question de Marc Fossy pour Anne, je crois. Il dit, en général, les généraux laissent un sillage de destruction après eux. Des vies détruites par leurs actes. Est-ce que vous pensez que le désir d'héroïsme, c'est ce qui crée la guerre d'entrée de jeu? Nous voulons soutenir nos héros, pardon, mais l'opposition essaye aussi de trouver leurs propres héros pour conquérir. Anne, on ne vous entend pas. Mais c'est un archétype de l'inconscient collectif. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que nous sommes tous humains. Nous sommes tous humains de la même manière finalement, ensemble. Et plus on arrive à comprendre cette idée, plus on peut se trouver un point de rencontre pour nos consciences. Et pour ce qui est des héros, eh bien, c'est lié à la plasticité de l'archétype. Ce n'est pas quelque chose de fixe, l'archétype n'est jamais fixe. Et je pense que le Cossack Mamaï est extrêmement proche d'Hercule. Hercule, c'est un criminel, c'est un délinquant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait passé 1 an déguisé comme une femme au service de la reine pour en savoir plus sur des aspects de sa vie et de la vie en général. Donc pour moi, l'énergie héroïque, c'est un élan merveilleux, beaucoup de parts d'ombre, comme on le disait, mais c'est le cas de toutes les énergies finalement.
Et donc, je n'irai pas jusqu'à dire que les héros créent des guerres. Je comprends, j'entends ce que vous dites, mais je n'irai pas jusque-là. Je pense, en revanche, que comme pour tout type d'énergie archétypale, il faut voir les choses en lien avec d'autres énergies. Il ne faut pas voir les aspects en silo. Tout est interconnecté. Tout interagit finalement. Voilà. Merci. Merci Anne. Victoria, est-ce que ça va mieux pour l'interprétation? On a réglé notre problème ou vous êtes toujours sur le canal ukrainien? J'ai juste déconnecté la chaîne, mais je ne vous entends plus. Donc j'ai des difficultés. Je suis obligée d'éteindre et de rallumer l'interprétation. Quoi qu'il en soit, je peux utiliser ces mythes avec les enfants. Les enfants connaissent la mythologie grecque. Donc lorsque j'ai des figurines, euh, des images dans mon bureau, je les utilise. Et souvent, mes clients viennent déjà avec leurs mythes. C'est le cas aussi des jeunes, ils connaissent les mythes. Super, merci. C'est vraiment une grande source d'inspiration parce que je crois qu'on n'enseigne pas ces mythes en Grande-Bretagne, à ma connaissance. Merci, Victoria. Donc, vous pouvez lever la main. Il nous reste encore quelques minutes si vous voulez. Max, peut-être? Oui, on a une question en ukrainien. Une question d'Anastasia. C'est plutôt un commentaire, pas vraiment une question, mais vous pourriez peut-être donner votre avis en tant qu'épouse de quelqu'un dans l'armée. Je peux dire que c'est difficile de faire face à cet archétype du héros. On voit souvent nos soldats comme des combattants, mais il faut aussi les voir comme des êtres humains, comme des personnes lambda, ordinaires. Oui, c'est tout à fait vrai. Juste une seconde. C'est vrai, et c'est ce qui nous fait souffrir finalement. C'est une souffrance. J'ai beaucoup de compassion pour ces familles. Mon frère est désormais dans l'un des lieux les plus touchés. Et c'est mon frère, je l'aime. Tous les jours, dès que je me lève, je vais voir Telegram pour voir s'il va bien. Et je lui dis, tu es un héros, mais quand je lui dis ça, il est très gêné. Il me dit de ne pas dire ça. C'est un rappel du danger de l'identification avec les archétypes, finalement. Dont on a parlé, l'identification avec l'archétype. Ça nous rappelle le danger de s'identifier. Je pense que notre temps arrive à la fin maintenant, donc je suis ici encore dans le monde du Cossack Mamaï, qui était poète aussi. J'aime beaucoup la façon comme il est, la façon d'être un rêveur. Je pense que les deux rôles sont fascinants. Qu'en penses-tu, Sally? Je pense que
que toutes les informations ont été très intéressantes. Sally, je te passe la parole. Merci, merci beaucoup. C'était très enrichissant et je pense que ce sera très bon aussi de le voir enregistré sur le site web. Et nous avons eu tellement de matériel pour réfléchir à un niveau très élevé, mais aussi à un niveau personnel hein, en ce qui concerne les mythes même. Merci beaucoup, Victoria. Merci beaucoup pour ton travail et toute la préparation. Je sais que vous avez passé des heures à composer les diaporamas et je vous remercie beaucoup. Catherine, ah donc il y a une autre question au chat ou bien c'est quelqu'un qui remercie. Je te passe la parole, Catherine. Elle est disparue. La voici. Donc, vous m'entendez maintenant? Je suis désolé. J'ai perdu ma connexion pour un instant lorsque j'allais commencer à remercier tout le monde. J'ai perdu la connexion. Donc, je remercie l'équipe de la WUJ. Je remercie aux interprètes et à la Wordly Wise, aussi à mon neveu Joseph Cox, Anna et Victoria pour les présentations de diapos excellentes. Comme nous le disons toujours, si vous ne l'avez pas fait encore, nous, vous pouvez faire un don d'un montant pour aider nos amis en Ukraine. Et si vous voulez aussi vous impliquer dans l'organisation, nous avons un besoin urgent d'aide. Je crains que nous ne nous rencontrerons pas en août, mais nous serons de retour en septembre avec d'autres présentations. Jung a travaillé pour la démocratie de la psyché et donc va nous amener au-delà de ces connaissances pour que l'on puisse connaître ce qui se passe dans plusieurs pays autour du monde, quels sont les dangers pour la démocratie et quelles sont les questions psychologiques derrière cela et qu'est-ce qui se passe, que pouvons-nous faire lorsque nous sommes confrontés à la dissolution de la démocratie aussi. Donc ensuite, nous aurons aussi Verena Cash, Olga Casiliano. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc, suivez les informations et nous sommes en train de travailler pour organiser d'autres rencontres. Il y a une question, nous avons reçu un retour de l'Ukraine en nous disant qu'il serait intéressant de former un groupe de matrices de rêve où les collègues ukrainiens pourraient se réunir comme les groupes de lecture qui ont été très réussis. Donc, Morgan va travailler avec les organisateurs pour établir quelque chose. Ce sont des groupes qui se réunissent une fois par mois et nous en parlerons plus à l'automne. Donc, pendant ce temps, s'il y a quelqu'un avec une expérience quelconque qui puisse nous aider, donc contactez-nous. Contactez la WUJ. Et vous pouvez aussi accéder à notre galerie sur le site web de Arras. Et dans le site web, il y aura aussi les enregistrements. Et merci encore une fois au groupe Arras. Et même si nous ne nous rencontrons pas le mois prochain, vous resterez toujours dans nos prières. Nous serons toujours là en priant pour que cette guerre arrive à la fin. Donc, nous espérons vous revoir en septembre et nous vous invitons maintenant à rester un plus longtemps euh, et nous allons maintenant jouer la prière pour l'Ukraine. Merci beaucoup.